ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un point lecture ponctué de lectures vraiment incroyables avec lesquelles j'ai passé d'excellents moments. Donc on va pas trop tarder parce qu'il y en a pas mal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage s'il y a des livres qui vous intéressent plus que d'autres. Et puis je vous dis bon visionnage. Je vais commencer par un voyage en Écosse avec Scottish Rhapsody de Delinda Dane, publié dans la collection Hugo New Romance. J'ai eu la chance de le découvrir via les opérations Masse Critique de Babelio, mais même sans cela, ce livre aurait atterri dans ma pile à lire parce que j'aime beaucoup la plume de cette autrice que j'ai découverte avec Stairway to Heaven l'année passée. Ici, nous suivons la jeune Erin. Suite à un décès dans sa famille, elle va retourner dans la ville de son enfance en Écosse et elle va assister à l'enterrement de son grand-père. Elle va épauler son père du mieux qu'elle peut, mais disons que celui-ci va avoir d'énormes dettes à rembourser et pour ne pas perdre le domaine familial auquel il tient énormément, elle va devoir convenir d'un mariage avec le ténébreux Lachlan du clan des Cameron. Ce jeune homme est assez bourru, leur relation n'est vraiment pas gagnée, mais elle fera tout pour ne pas perdre la terre de ses ancêtres. Comment vous dire que lorsque j'ai terminé ce roman, un sentiment de nostalgie énorme s'est déclenché en moi. J'ai lu ce roman avec la playlist concoctée par l'autrice et cela m'a totalement immergée dans l'histoire. Nous sommes vraiment dans une atmosphère écossaise hyper bien installée, hyper bien décrite, avec des références culturelles que l'on connaît énormément, notamment à Outlander niveau série, avec des musiques qui rappellent d'autres séries qui ont un lien avec l'Écosse et beaucoup de traditions qui sont exploitées avec des paysages, on s'y croirait réellement. Je trouve ce livre qui est bien trop court, j'aurais aimé qu'il fasse une centaine de pages de plus, mais comme d'habitude la plume de Delinda est délectable et elle se dévore toute seule. Nous avons une histoire qui est tout simplement très simple, qui est pleine de peps, avec une alternance justement entre les points de vue féminin, masculin, ce qui est assez classique notamment chez Hugo Roman et en romance, et cela est vraiment très immersif, mais j'ai trouvé le rythme narratif trop rapide dans le sens où j'aurais aimé en savoir un peu plus, qu'on s'attarde un peu plus sur certains événements, sur la relation entre les personnages, mais dans tous les cas en fait j'ai vraiment adoré la façon dont c'est relaté. C'est plein d'humour, c'est plein de bienveillance, on est dans un cocon de bien-être, enfin, ouais, j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai immédiatement accroché avec le personnage de Erin et celui de Lachlan. Erin, c'est une jeune femme fraîche et pétillante, et Lachlan, c'est un personnage masculin qui est très intense, qui dégage énormément de charisme et que l'on a envie de connaître. Malgré le côté comédie romantique, nous avons quand même des sujets thématiques assez forts parce qu'on parle de deuil. Un deuil, c'est jamais quelque chose de facile à faire et le deuil est abordé sous plusieurs angles et on parle également de la notion de famille et ça c'est quelque chose de très récurrent d'ailleurs dans les livres de Delinda Dane. Si vous avez lu Stairway to Heaven, la famille est également le mot d'ordre de la romance et donc moi c'est une thématique qui me touche à chaque fois beaucoup. Même si ce roman n'est pas un coup de cœur, j'ai vraiment passé un excellent moment en lecture, j'ai vraiment passé un moment très agréable. Et la plume de Delinda, comme je vous ai dit, c'est pour moi une plume coup de cœur de base. Donc en fait, me plonger dans une de ces nouvelles histoires, c'est toujours un immense plaisir. Et j'ai vraiment hâte de découvrir encore une nouvelle histoire de sa plume. À présent, je vais vous parler d'une série littéraire dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit des Voix de brume de Hélène Best. Donc là, je vais vous parler de l'épisode 5 et 6 du clan Bédéfer. Donc le clan Bédéfer, c'est un clan qui sillonne les cités autonomes, qui acceptent des contrats pour de belles récompenses et ils vont accepter une mission périlleuse qui pourrait mettre le clan en danger. Donc c'est un clan de chasseurs de primes et tout ça. Et c'est une histoire vraiment dans un univers steampunk,
très dynamique, qui est vraiment intéressante au niveau de ses personnages très charismatiques. Cependant, comme ce sont des épisodes où il y a une vingtaine de pages qui sortent par semaine, quand je me replonge dans cette histoire, j'ai vraiment du mal à me remettre dans le contexte. Même si le récit est captivant, je perds le fil en fait, tout simplement parce qu'il faut que je me rappelle ce que j'ai lu la semaine précédente, sachant que j'ai lu plusieurs livres entre temps et du coup c'est vrai qu'on se mélange un petit peu. J'ai donc décidé de tout simplement attendre que tous les épisodes sortent, il y en a 14 au total, pour les enchaîner et apprécier cette œuvre vraiment dans son intégralité, parce que c'est un univers hyper intéressant, plein de révélations, avec des personnages assez complexes, et comme je vous ai dit, tout est intéressant, et en lisant que 20 pages par semaine, je passe à côté de l'histoire. Comme vous le savez, je suis assez friande des lectures audio, du coup j'ai continué ma lecture des Ailes d'Émeraude en audio avec le tome 2 de Alexiane Delis et j'ai pris vraiment beaucoup plus de plaisir dans ce tome 2. J'ai retrouvé nos personnages principaux, donc Calliope et Gabriel, et cela a été vraiment excellent. Je ne vous refais pas de résumé de cette histoire pour ne pas vous spoiler parce que nous sommes dans un second tome, mais tout ce que je peux vous dire c'est que ce tome 2 était beaucoup plus palpitant que le premier. Il y avait vraiment énormément de l'action, on était un peu moins dans la découverte de l'univers. L'histoire reprend exactement là où on s'était arrêté dans le tome 1 et nous avons quelques points de vue supplémentaires, notamment un en particulier dans ce tome 2 et cela permet justement de rajouter beaucoup d'intensité au récit, cela ne le rend que plus palpitant. J'ai beaucoup apprécié les personnages qui vont gagner en maturité et on va découvrir des liens d'amitié qui sont beaucoup plus forts et plus profonds que ce qu'on avait vu à présent. Et cela est vraiment très important parce que dans le premier tome, les personnages, notamment le personnage principal, m'avait quelque peu agacé. Nous avons un univers qui continue à se développer, qui va se préciser tant au niveau de la magie que de l'intrigue qui se dévoile tout en gardant une part de mystère et ça permet justement de garder le lecteur en haleine et c'était vraiment incroyable. J'ai été embarquée par l'humour, les jeux de verbal et le champ lexical qui sont employés auprès des personnages parce que nous avons des personnages qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui ont beaucoup de répartie et qui sont assez calculateurs sur certains aspects. Ça rend le relationnel justement entre les personnages un peu plus réel parce que ça fait comme si on était entre amis, qu'on se taquinait, vous voyez, dans une soirée où on se chahute un petit peu, on s'envoie des petites piques, mais des piques assez sympathiques tout de même et la dynamique du coup est rendue beaucoup plus intéressante. Les messages véhiculés dans cette histoire sont importants, notamment entre les notions de bien, de mal. On essaie de placer une certaine limite, mais cette limite, on voit que finalement, elle est beaucoup plus faible et plus franchissable que ce qu'il paraît. Nous avons des conflits entre deux peuples, justement, qui sont bien mis en avant, des conflits qu'on ne comprenait pas forcément dans le premier tome, et du coup, ça rend l'histoire plus intéressante, plus complexe, un petit peu plus fouillée, mais on reste quand même dans de la fantasy young adulte. Et après le tome 2, j'ai bien entendu enchaîné avec le tome 3 des Ailes d'Émeraude et ce tome 3 lui m'a laissé un peu particulier. Il était très riche en action mais l'histoire avance en deux temps. Nous avons d'abord des révélations qui sont très intenses, mais nous avons quand même une fin qui est assez ouverte sur l'univers et cela m'a totalement perturbée. Moi j'aime bien quand on a une fin claire et nette, mais ça c'est vraiment propre à chacun. Là j'avais l'impression que l'histoire était finie sans être finie et j'ai trouvé cela assez perturbant. Je pense que ce tome il aurait mérité d'être en deux parties. Pourquoi ? Parce qu'il est assez long, il est assez condensé. Et il y a certains moments où j'aurais apprécié avoir un peu plus de lenteur. Pourquoi ? Parce que j'aime bien me délecter sur des passages un petit peu clés, un peu importants pour apprécier ce qui se passe dans son ensemble. Et là ça va trop vite et du coup
créer justement un sentiment de frustration en moi. En tout cas, j'ai vraiment apprécié la dynamique entre les personnages, le côté beaucoup plus mature et l'évolution de toutes les relations les unissant. Un peu comme dans le tome 2, mais c'est encore un peu plus approfondi, c'est un peu plus travaillé. Et niveau suspense, tous les ingrédients sont assez réunis, même si on a quand même des passages qui se laissent deviner. Dans tous les cas, j'aime beaucoup l'ensemble de cette trilogie, les messages véhiculés. Dans ce tome 3, on a un message qui est assez fort parce qu'on va parler du droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Et du coup, on va mettre l'accent sur l'importance de toute vie, que ce soit animale, que ce soit humaine, que ce soit sur des créatures inconnues, mais aussi sur le fait qu'on ne peut pas décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, même s'il a fait des mauvaises actions, parce que qui on est pour dire oui, toi tu dois mourir, toi tu dois vivre. Et j'ai vraiment aimé cette thématique qui est un petit peu soulevée dans ce tome 3. J'ai passé un excellent moment avec cette saga, même si je vous avoue que pour l'instant, ma saga préférée de cette autrice reste Le Secret de Lomé. On va passer dans un tout autre registre avec une réécriture de conte que j'ai beaucoup appréciée. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs. Attention, nous sommes dans une histoire assez glauque, une histoire à ne pas mettre entre toutes les mains, mais une histoire vraiment intéressante, passionnante, qui a eu énormément d'écho en moi. Ici, nous sommes dans la réécriture du conte La princesse au petit pois. Je pense que beaucoup la connaissent. Nous sommes dans un univers où une jeune femme va devoir dormir sur une pile de plusieurs matelas. Sur ces matelas, un petit pois est glissé et on la considère comme une vraie princesse si elle sent le petit pois. Ça, c'est l'histoire bateau du conte original, mais là, le conte va prendre une toute autre tournure. Nous allons suivre 3 jeunes femmes et leurs servantes arrivées dans le manoir de Lord Adrian. Ce Lord va faire passer un test à des jeunes femmes pour trouver sa future épouse. Elles vont devoir dormir chacune leur tour sur une pile vertigineuse de matelas et le lendemain matin, il va leur demander si elles ont bien dormi. Selon leur réponse, il va décider ou pas si elles franchiront les étapes suivantes et les tests à suivre pour devenir sa future épouse. Bien entendu, cela ne va pas se passer comme prévu et une jeune femme va sortir du lot, mais cette jeune femme va découvrir de sombres secrets. Le manoir dans lequel vit Lord Adrian est plein de secrets. Je ne vous en dis pas plus puisque tout se fait dans le mystère de ce roman. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce roman qui va au-delà des conventions de l'époque et qui montre l'absurdité du petit pois, tout simplement. Tout est plus sombre, tout est plus profond que l'histoire originale. L'absurdité du petit pois est démontrée dès les premières pages parce que on est plongé dans ce roman à travers une maman qui va relater une histoire à sa fille et qui va lui montrer que certains contes sont absurdes et que rien n'est comme il paraît, qu'il faut voir au-delà des apparences. La plume de Flore Vesco est très très poétique et très envoûtante et du coup ça rend le mystère et le côté glauque beaucoup plus sympathique, même si je vous avoue que je n'aimerais pas du tout vivre dans ce manoir. Il y a beaucoup de passages dans ce roman qui ont attiré mon attention. Ils ont un côté assez ludique tout en étant pédagogique. C'est un roman dont on se délecte de chaque instant. C'est pas un roman qu'on lit rapidement même s'il est court, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de passages qui ont une résonance, qui sont assez forts. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, que ce soit sur le blog ou sur mon compte Instagram, je vous ai partagé 2-3 citations de ce roman. Des citations justement qui ont eu ce petit côté résonant, ce petit côté percutant. Je pense que c'est une histoire qui veut dire beaucoup. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est une histoire qui ne se lit pas rapidement, même s'il est possible de la lire rapidement, ce serait passer à côté de ces petites subtilités que je trouve vraiment formidables. C'est un roman qui va mettre en avant les différentes classes sociales. On va parler de la famille et de l'amour d'une mère. C'est un roman assez fort, c'est un roman... En fait, je sais même pas comment vous le décrire là tout de suite. Je vous en ai déjà parlé en vlog, mais c'est vraiment une lecture qui pour moi a été parfaite pour l'automne, qui est glauque, qui a des airs de maison hantée, qui ne fait pas peur pour autant et qui pourtant est incroyable.
C'est vraiment une lecture parfaite pour l'automne, qui est glauque, qui a des airs de maison hantée, mais qui ne fait pas peur pour autant. Fleur Vesco, il a su rendre une histoire connue, une histoire assez féerique en quelque chose de complètement différent. Il a su s'approprier cette réécriture de façon unique, tout simplement. Changeons totalement d'univers avec une lueur dans l'obscurité de Andrea Generali, publié chez Cherry Publishing. Ici, nous sommes dans de la romance historique au sein de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire est totalement parfaite pour débuter dans ce genre littéraire si vous n'avez pas l'habitude de l'historique. Pourquoi? Parce que c'est très romancé, que l'historique est présent, mais sans vous submerger. Et donc, nous allons suivre l'histoire de Michel. Afin d'aider son père financièrement, elle va aller trouver du travail en tant que femme de ménage dans un grand manoir de son village. Mais ce manoir va être occupé par l'armée allemande parce que nous sommes en 42 et la France est sous l'occupation allemande justement. Et donc dans ce manoir, elle va rencontrer le capitaine Hans qui a un caractère très particulier. Elle va avoir un peu peur. En même temps, on va évoquer un peu la résistance de la France envers les Allemands. On va évoquer un petit peu tout ce qui va toucher aux Juifs. Enfin, j'ai pas trop envie de vous décrire l'histoire parce que si je vous résume tout ce livre, justement, je pense que je vous en dirai trop. Parfois, il est intéressant de ne pas en savoir trop sur l'histoire en elle-même pour mieux se délecter lors de la lecture. Et donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment le genre d'histoire parfait pour débuter en historique parce que c'est très romancé. Nous avons la romance qui va être prédominante sur le contexte de guerre qui est assez représentatif, lui, de l'ambiance de fond. Nous avons bien entendu quand même la guerre qui est abordée, la persécution des Juifs, l'occupation allemande, mais aussi la résistance et certaines de leurs missions. Ils sont présents, mais sans submerger le lecteur par trop d'informations. L'histoire va se dérouler en deux temps. Nous débutons d'abord dans le quotidien de Michel, dans la galère dans laquelle ils sont, avec la difficulté pour les familles qui sont assez rationnées en nourriture, tout ça pour s'en sortir au quotidien. C'est pour cela qu'elle va aller justement travailler dans un manoir pour essayer de s'en sortir. Et là, elle va voir l'armée allemande arriver dans ce manoir qui va prendre un peu ses aises, elle va aller voir un peu faire des allers-retours, elle va se poser beaucoup de questions. Nous sommes vraiment dans cette ambiance-là. Et après, nous avons la seconde partie du roman qui lui va se concentrer lui sur le contexte de guerre, les difficultés et ce qui se passe ailleurs pendant cette période tragique de l'histoire. J'ai beaucoup apprécié la romance en elle-même, même si j'aurais aimé moi voir le côté historique beaucoup plus développé. J'aurais aimé avoir un peu plus de frissons, un peu plus de peur, parce que c'est ce que crée cette période assez tragique sur le peuple. Je m'attendais à voir quelque chose de beaucoup plus sombre, mais non. Après, j'en ai discuté un petit peu avec Andrea Generali, l'autrice, à la fin de ma lecture, qui m'a dit que justement, il y aurait un autre tome qui lui serait du point de vue du capitaine, et celui-ci serait vraiment plus concentré sur la partie historique. Les personnages, eux, sont attachants. On a Michel, qui est une jeune femme qui vraiment manque de confiance en elle. Elle ne sait pas comment faire pour évoluer dans ce milieu et en même temps, en faisant la connaissance de Hans, ce capitaine très sûr de lui, ce capitaine qui va avoir un comportement assez clément envers une Française, bizarrement, va l'aider justement à prendre un peu confiance en elle et à évoluer. Et c'était plaisant de voir cette petite souris devenir un petit chaton. Oui, je sais, une souris et un chaton, ça n'a rien à voir, mais je cherchais quelque chose de un peu plus faible à quelque chose d'un peu plus fort, mais la métaphore n'est pas très réussie. Donc voilà pour le comportement de Michel. Et puis on a Hans, ce capitaine allemand qui est très mystérieux, qui va imposer énormément d'interrogations du début à la fin du récit. Comme je vous ai dit, le roman il évolue vraiment en deux temps, donc nous avons le contexte de l'histoire avec la romance qui se développe et la fin du roman lui va se concentrer vraiment sur le contexte de guerre, sur la résistance et l'horreur que vivent les différentes populations. Et je vous avoue que cette seconde partie du coup était pour moi beaucoup plus intéressante.
En tout cas, c'est vraiment une superbe romance. Elle se lit très rapidement, elle n'est pas très longue, elle fait 284 pages. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment avec chacun des personnages, mais j'aurais apprécié voir quelques pages supplémentaires, voir un peu plus de développement sur certains sujets, mais j'ai passé un très bon moment lecture. On va passer sur une romance un peu plus légère. Il s'agit de Alibi Princier de Clara Nové, publié chez Cherry Publishing. C'est une courte romance de 315 pages avec laquelle j'ai passé un excellent moment, avec laquelle j'ai adoré, tout simplement parce qu'on suit une jeune femme qui est au chômage depuis un certain moment, Sacha, et elle n'arrive pas à trouver un métier dans son domaine malgré ses études, malgré le nombre de compétences qu'elle a. C'est très difficile et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation après les études. On ne trouve pas forcément de travail là où on a fait nos études, c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants connaissent. Et donc un jour, sur les conseils de un de ses amis, elle va postuler en Sarésie, qui est une petite principauté vraiment pas très connue, pas très grande. Et là-bas, elle va faire la rencontre du prince sans le savoir que c'est le prince. Et elle va se faire photographier par inadvertance alors que celui-ci va la réconforter à un moment de faiblesse tout simplement. Alors ça va se passer de manière très innocente. Et il y a un paparazzi qui était là et cela va être propulsé dans la presse People. Afin de redorer l'image de ce prince qui avait une image pas très flatteuse, le conseiller du roi a eu l'idée de leur faire naître une fausse relation parce qu'il s'était dit que voir le prince avec une femme du peuple, bien sous tout rapport, ne pouvait être que positif pour son image. Donc cela va être possible parce que Sacha, du coup, grâce à cela, aura la nationalité sarésienne et pourra avoir un métier correspondant à ses diplômes, et c'est un métier sur lequel elle comptait énormément. Donc nous allons suivre un faux couple tout au long de l'histoire et c'était vraiment hilarant, c'était vraiment palpitant parce que nous avons ces personnages qui vont se découvrir et nous avons en même temps tout le contexte politique, économique, social de la Sarésie, tout en parlant d'écologie parce que bien entendu Sacha travaille là-dedans et essaie de mettre en point toute une architecture, des petits gestes au quotidien pour redorer le côté écologique, pour prendre soin de notre écosystème. Ce roman est pour moi un presque coup de cœur. Je me suis sentie vraiment très bien en Sarésie. La plume de Clara Nové que j'avais découvert avec Baby Project, que j'avais découvert avec Breath Hope, était vraiment délectable. J'ai encore passé une fois un excellent moment lecture. Elle est fraîche, sa plume, elle est dynamique et elle sait retranscrire également beaucoup d'émotions. Nous avons des personnages qui sont énormément pleins de bienveillance, qui sont très attachants. Sacha, c'est une jeune femme sensible, elle est douce, elle est drôle et elle est très intelligente. C'est une jeune femme qui ne se contente de peu, tout simplement. C'est une jeune femme du peuple. Et nous avons Ludwig qui, lui, est ce prince qui est en pleine prise de conscience et on va le voir évoluer et voir cette évolution au fil des pages est vraiment très intéressant. Nous avons des sujets très forts que Clara Nové va aborder à travers cette romance, notamment sur l'écologie, mais sur la famille, l'acceptation de soi. C'est des sujets qui sont assez dans l'air du temps justement et du coup c'en est d'autant plus percutant. Sur l'écologie, ce qui m'a percuté, c'est les remarques de Sacha à Ludwig sur la façon de se rendre à un endroit. Par exemple, quand il pense prendre de jet privé, elle fait non mais montrons l'exemple au peuple, prenons un vol classique à l'aéroport en classe écologique justement, enfin plutôt en classe économique et tout ça, enfin faisons des petits gestes qui paraissent anodins mais qui sont importants. Donc oui, ça avait vraiment des messages assez forts. Les descriptions, elles m'ont totalement plongée dans cette principauté qui n'est pas très grande mais où l'on se sent chez soi. Tout est attirant, nous avons cette atmosphère familiale malgré ce contexte de royauté et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis attachée à cette relation entre ces deux personnages. C'est une romance qui se lit très rapidement, c'est une romance qu'on a du mal à lâcher. Et je peux que vous la conseiller tout simplement. Je vais passer à une courte histoire mais qui est vraiment très dure émotionnellement, qui a eu beaucoup de résonance en moi. C'est une histoire
où j'ai eu besoin de vous en parler, où j'ai eu besoin de vous partager énormément de citations. Il s'agit de Lullaby de Cécile Guillot, publiée aux éditions du Chat Noir. C'est une œuvre vraiment incroyable, c'est une œuvre qui serait dommage de ne pas être découverte. Elle est au prix de 12 €, elle n'est pas très longue, elle fait 116 pages, nous sommes dans un roman fantastique et horrifique en même temps. C'était une lecture vraiment parfaite pour moi pour l'automne, mais c'est une lecture qui a des messages forts. On suit une jeune femme dans les années 20, elle s'appelle Hazel, elle aime écrire des histoires et notamment des histoires horrifiques et son rêve justement c'est de devenir écrivain. Elle est amoureuse de sa voisine blanche et un jour sa mère va trouver son journal intime où elle relate cet amour pour cette jeune femme et on va la traiter un petit peu de démon. Et en plus elle va découvrir le journal intime avec les histoires de sa fille et elle va avoir très très honte de ça. Suite à cela, Hazel va être enfermée dans un hôpital psychiatrique et là-bas elle va rencontrer d'autres femmes et là ça va être le déclic. C'est un court roman, mais il est vraiment, vraiment très percutant. Le début de ma lecture a été très très fort. J'ai été obligée d'annoter plusieurs passages, comme je vous l'ai dit, je vous les ai partagés sur le blog, je vous les ai partagés sur Instagram. C'est un roman qui va mettre en avant la psychiatrie de l'époque, mais aussi l'émancipation féminine, qui va mettre en avant un petit côté onirique avec un petit côté fantastique, horreur, mais là où l'histoire est très très percutante, c'est vraiment sur la place de la femme à l'époque. La plume de Cécile Guillot est très très poétique, en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé cela d'autant plus admirable que les sujets sont très très forts. On a une héroïne qui va déclencher beaucoup d'émotions en vous. Moi en tout cas ça a été le cas, je pense que c'est vraiment impossible de ne pas ressentir quelque chose face à sa vie parce qu'elle vit des choses qui sont totalement inadmissibles, encore plus à notre époque, mais la façon dont elle était traitée à l'époque, tout simplement parce qu'elle était attirée par quelqu'un du même sexe qu'elle ou parce que elle rêvait d'autre chose que de devenir une femme au foyer, de se marier avec un homme et d'avoir des enfants, c'est horrible en fait. À l'époque, l'homosexualité était totalement mal vue et suite à cela, ces femmes, elles vivent des choses totalement atroces. Nous avions des femmes qui avaient énormément de difficultés pour s'émanciper des hommes. On les traitait comme des êtres faibles alors qu'elles étaient vraiment très fortes parce que pour accepter de subir des choses horribles, je suis désolée, mais faut avoir une force de caractère quand même assez immuable. Et notre héroïne, elle va dénoncer cela. D'autant plus que naviguer au sein de la psychiatrie de l'époque, et c'était pas du tout la psychiatrie que l'on connaît aujourd'hui, c'est très difficile. Nous avons des jeunes femmes qui sont enfermées, qui sont considérées comme des êtres déviants, alors qu'en réalité elles sont tout à fait normales. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont réelles, même si l'auteur a adapté certains sujets pour rendre le roman fort. D'ailleurs, c'est expliqué à la fin du roman que pour l'histoire, certaines choses ont été un petit peu décalées au niveau des dates. Elle met les choses un petit peu plus dans leur contexte. Mais c'est un roman qui va vraiment mettre en avant la place de la femme, qui va mettre beaucoup de sujets importants en avant. Il est très très court, mais il n'en est pas moins inoubliable. On va passer avec une lecture un petit peu plus légère, une lecture qui pour moi a été un monumental coup de cœur. Il s'agit de Un boss dans mon chalet de Erin Graham. C'est une romance totalement délectable, ça a été un coup de cœur monumental. J'adore la plume de Erin Graham de base, mais là elle m'a totalement conquise. Nous allons suivre Valentine. Valentine, elle est enceinte, elle travaille en freelance, mais elle a été embauchée par une boîte avec qui, on va dire, elle a quasiment l'exclusivité. Elle s'occupe de tous ses clients, elle a son bureau là-bas et elle va accoucher d'un bébé, mais toute seule parce qu'elle ne connaît pas le papa, ça a été une histoire, voilà. Et donc, avoir un enfant toute seule, c'est très difficile. Et elle va faire la connaissance d'Antoine, enfin, ils se connaissaient déjà, mais Antoine est le fils de son boss, en quelque sorte, mais son boss a dû s'absenter. Et c'est lui qui reprend un petit peu les rênes de la société. Et Antoine va avoir besoin de Valentine parce qu'il ne connaît pas forcément les dossiers et les clients souhaitent un petit peu l'expertise de Valentine. Donc malgré le congé de la jeune femme, il va aller la voir. Sauf qu'il y a un malentendu.
tout le monde croit que le papa du petit Milo s'appelle Antoine, et donc quand Antoine va débarquer à l'hôpital pour voir Valentine, lui demander des choses sur les clients, tout ça, et ben tout le monde va le prendre pour le papa du bébé, et lui va être totalement désabusé. Il va pas savoir comment réagir. Sur le coup, il ne va pas dire grand chose, et un énorme malentendu se développe. Ce malentendu va perdurer tout au long de l'histoire, et cela est d'autant plus percutant que en fait il va aller voir Valentine à un moment où elle aura vraiment besoin de lui, parce qu'elle va être submergée par de nouvelles émotions. Elle va être dans un déni total, parce que elle va ne plus se sentir femme, et elle va être totalement dépassée avec l'arrivée de ce bébé, le fait de ne plus être au travail, et c'est un sentiment que beaucoup de femmes ressentent, et Antoine va être présent. Il va conclure un marché avec elle, il va continuer à se faire passer un petit peu pour le papa du bébé, il va l'aider avec Milo, à condition qu'elle l'aide sur certains dossiers au travail, et c'était vraiment une romance très cocasse, très amusante. Personnellement, les situations, je les ai toutes trouvées hilarantes, mais l'histoire va bien au-delà de ça, parce qu'on va parler d'un amour sous toutes ses formes. On va parler de la famille, on va parler d'un amour maternel, on va parler d'un amour qui se crée entre deux êtres, et on va parler bien entendu du baby blues. Ce baby blues qui est un symptôme très connu, mais dont on ne parle pas assez. La force des descriptions créées par Erin Graham m'a plongée dans une nuée de sentiments forts, parce que il y avait ces sentiments maternels, il y avait ces sentiments qui se créent en ces personnages, et on avait les sentiments d'un homme qui n'est pas le père d'un bébé, mais qui va développer justement un amour paternel qui va bien au-delà des liens du sang en fait, parce que il va s'occuper de ce petit être, et c'était tellement beau, c'était tellement touchant. Et puis Valentine, elle est bouleversante, parce que même si elle ne sent plus femme, elle est une femme, et elle est justement une femme incroyable qui arrive à tout mener, et c'était pas facile vraiment pour elle. Et Antoine, cet homme, que dire, c'était intense. Il va l'aider à retrouver son chemin, il va l'aider à l'apprendre à se connaître en tant que femme, mais aussi en tant que mère. Et on a cette ambiance un petit peu de Noël en même temps, parce que nous sommes en décembre, bien entendu, à l'approche des fêtes. Il y a cette ambiance familiale, que ce soit du côté d'Antoine et du côté de Valentine. C'est pas un roman qui est plein de suspense, plein de rebondissements, mais on assiste à la construction d'une famille et à celui d'un amour, et c'était vraiment, vraiment très beau. J'ai rigolé, j'ai été touchée, j'ai été submergée, et en fait je peux que vous conseiller de le lire, parce que franchement c'est une excellente lecture. Et pour terminer ce point lecture qui est vraiment bien assez long, je vais vous parler d'une romance. Il s'agit de Avec toi les rêves fleurissent sous la neige de Mary McFarlane, publié à la collection E.H. C'est également un roman que j'ai eu avec les opérations masse critique de Babelio. Je m'attendais à une romance de Noël, et en fait ce n'est pas du tout ça. Nous sommes plutôt dans un roman contemporain où il y a une romance, mais on va pas dire que la romance est prédominante, parce que le côté prédominant de ce roman est la thématique du deuil. On va suivre Eve, qui va devoir faire face à la mort inattendue de sa meilleure amie, en compagnie de ses meilleures amies, Ed et Justine, qui ont toujours été là pour elle, qui ont toujours été ensemble. En fait, c'était un groupe d'amis qui a toujours évolué à 4. Eve, elle était amoureuse de Ed, mais quelque chose a fait que leur histoire ne s'est jamais développée, et elle subit un petit peu ses sentiments passés. Et en même temps, ce groupe d'amis va faire face du coup à la mort de Suzy, qui est une jeune femme qui était assez hilarante, délirante, atypique, et qui va remettre beaucoup de perspectives dans ce groupe d'amis. Et à la mort de Suzy, Eve va contacter Justine, le frère de celle-ci, avec qui Suzy n'était plus du tout en contact depuis plusieurs années. Suite à cela, elle va organiser l'enterrement, elle va organiser tout ce qui touche aux obsèques de la jeune femme. Et puis il va se passer un événement qui va faire qu'elle va devoir partir en Écosse avec Finlay, qui est le frère de Suzy. Là-bas, ils vont partir à la recherche
de quelque chose et elle va découvrir beaucoup d'éléments qui sont en lien avec la vie de Suzy, avec la vie de Finlay et qui va permettre d'éclaircir certains sujets, certaines révélations qui ont eu lieu suite à la mort de la jeune femme. Ce livre, il m'a totalement déboussolée parce que en fait, il commence de manière très comique avec beaucoup de vannes, beaucoup de plaisanteries justement qui ont lieu avec ces 4 amis et l'histoire va prendre tout de suite une tournure plus intense. Je vous ai très mal résumé ce livre, mais en fait je ne sais pas comment vous le résumer parce que l'histoire est complexe, l'histoire est intense, l'histoire est incroyable. Comme je vous ai dit, on aborde la thématique du deuil, mais en même temps, on va remettre en question toutes les croyances de notre héroïne principale. On va parler d'une amitié forte, on va parler de la famille et de ses problèmes quotidiens, de la maladie, de l'amour. Et en même temps, la reconstruction, c'est le mot d'ordre de ce roman. Ce roman, en fait, il y a une seule question qui pourrait résumer un petit peu tout ça, c'est comment reprendre sa vie en main après un tel drame. Ce schéma de reconstruction, il est relaté avec beaucoup d'émotion parce que la plume de Mary McFarlane, elle ne laisse pas indemne, je l'ai découverte et franchement, elle m'a mis les frissons. On a des personnages qui sont très attachants, que l'on apprend à connaître avec des événements du passé qui vont se heurter aux événements présents. Et en même temps, nous avons une histoire de vie tout simplement qui va nous montrer que les apparences, elles sont trompeuses, que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il faut tout simplement profiter de chaque instant. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce roman. Je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est complexe en fait tout simplement. Mais c'était beau, c'était dur, c'était émotionnel et ça m'a pas laissé indemne. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Il est vraiment très long, je suis désolée. Mais comme j'en fais un petit peu moins, forcément la longueur est plus accrue. Donc j'espère que vous aurez quand même aimé regarder la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me parler de vos dernières lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!